C'est drôle, hein. C'est perturbant. Hello Benjamin Watine. Salut Arnaud. Ravi de te retrouver pour le podcast OVNI. Il y a quelques minutes, tu étais sur ce siège et on vient de les inverser. Ouais. Parce que toi aussi, tu animes un podcast. Absolument. Et quand tu m'as proposé d'y passer, je te dis bon bah écoute, on va s'inviter mutuellement et on va optimiser, c'est-à-dire qu'en 1 heure, on va non pas faire. On va pas faire un podcast, mais 2 podcasts. Nous, on s'est rencontrés la première fois grâce à, tu me corriges hein, si je me trompe, mais quelqu'un qui bossait chez toi en tant que business développeur, qui nous a mis en relation et on avait pris un café dans le Sentier. Je pense que ça a au moins 6 ou 7 ans. Ah ouais, ça date. Hein. On peut parler presque en une dizaine d'années. Et je t'avais dit, je me souviens de ça, je t'avais dit, le profil que tu as recruté, il est vraiment super. Limite, j'aimerais bien le débaucher. Est-ce que, et je vais te demander de te présenter juste après, mais est-ce que le succès de So We Found, c'est l'équipe que vous avez constituée avec ton associé ces 10 dernières années, et est-ce que c'est ça qui vous a permis aussi de tenir dans les hauts et les bas de votre aventure entrepreneuriale? Alors, oui, je pense que la meilleure, la plus belle histoire de So We Found jusqu'à présent, ça a été l'équipe et qu'on a construite jusqu'à aujourd'hui encore. Combien vous êtes là aujourd'hui? Un petit peu plus d'une vingtaine. Okay. On n'arrête pas d'embaucher. On a 4 postes ouverts, tu vois, en ce moment. Ça s'est beaucoup accéléré depuis 1 an. On y reviendra peut-être, mais depuis qu'on a intégré le groupe Founders Future. Mais donc voilà, histoire passionnante. Et oui, quand on s'est rencontrés, ça faisait, je crois, peut-être 2-3 ans qu'on s'était lancé. C'était les débuts là, vous étiez 5-6, c'est ça? Ouais, c'était. On a d'abord été, on s'est lancé à 3-4 dans un tout petit bureau, dans mes anciens bureaux de Gust, que j'avais conservé et qui est du côté de la rue de Turbigo. Et ensuite, on est parti à République où on est monté à une petite douzaine. Et puis ensuite, on est allé du côté de la rue Servant. Donc, on a déjà bougé 3 fois, tu vois. Et maintenant, eh bien, on s'est déplacé du côté d'Opéra pour se rapprocher de nos amis investisseurs et de cet écosystème de l'investissement. Excellent. Très parisien. Toi, tu as toujours été parisien. Tu veux bien nous dire qui tu es, peut-être? Alors, moi, je me présente. Je suis Benjamin. J'ai 41 ans. J'ai un enfant. J'ai vécu presque toute ma vie à Paris, mais en réalité, j'ai fait mes 6 premières années au Tchad. Okay. Parce que mes parents étaient expatriés et ensuite j'ai travaillé dans quel domaine? Dans le domaine de l'aviation. Ok. Et mon père était pilote de ligne et du coup donc c'est pas hyper empreinte carbone, c'est ce qu'il me dit aujourd'hui, mais du coup pour revenir à ce parcours, oui, moi j'ai passé toute ma vie en France. Après j'ai eu l'opportunité d'être très orienté international puisque j'ai bossé pour une société américaine qui s'appelle Angelsoft et qui maintenant s'appelle Gust, qui est un outil de gestion du deal flow. Mm-hmm. Et j'ai d'abord représenté cette boîte en France, puis en Europe, et puis l'Europe pour les États-Unis, c'est très vite l'Afrique du Nord. Comment t'avais trouvé cette opportunité? T'as toujours été intéressé par les startups, l'investissement depuis tes études? Ouais, moi j'ai toujours été très orienté entrepreneur. Voilà, j'ai toujours eu cette fibre du développement commercial, d'essayer de créer des échanges, de créer de la rencontre, j'ai vraiment toujours adoré ça. Ensuite, moi j'ai été musicien pendant une période, donc c'est aussi quelque chose qui nous... Quel instrument du coup? Moi j'ai fait du piano, de la guitare, du saxophone, j'ai fait une école de jazz en saxophone, tu vois. Et puis après j'ai chanté. Ça t'a appris quoi? Ça m'a appris j'ai dû monter, tu vois, un groupe. Monter un groupe, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est une équipe, c'est les convaincre de te rejoindre, de te rejoindre et de faire et de galérer, parce que monter un groupe de musique, ça veut dire tu commences à jouer dans les bars. Quand tu fais des bars, c'est sympa, mais au bout d'un moment, t'as envie d'être payé. T'as envie de faire des plus grandes scènes. Bon, on est arrivé à faire. Alors, c'était quoi ta plus grande scène?
J'ai fait 4 fois la Maroquinerie de Paris. Excellent. J'ai fait des très gros festivals. Il j'ai eu la chance. Il y a des vidéos qui traînent sur Internet. Ouais, vous me trouverez jamais. Je fais tout pour aujourd'hui pour l'effacer. Pour pas qu'on les retrouve. Non, sérieusement, vous pourrez me trouver. Un album est sorti, tu vois, dans la chanson qui s'appelait Ben, pour être très très original. Et c'était Petit Matin, tu vois. Génial. Donc, on la mettra à la fin de l'épisode. Vous pouvez le trouver sur Apple. Et très clair, donc ça c'est en parallèle de tes études, je suppose. Oui, mais en même temps, c'est aussi après mes études. Moi, j'ai tourné pendant 4 ans. Et t'as pas eu envie de rester dans cette industrie-là de la musique pour le reste de ta vie? Après, tu sais, c'est un peu par opportunisme et aussi par réalisme. À un moment donné, moi, j'ai eu la chance de vivre une vraie aventure entrepreneuriale avec la musique. J'ai fait du rock vraiment pendant... moi, j'étais un bébé Noir Désir, tu vois. Il y avait les bébés téléphones. Moi, j'étais plutôt un bébé Noir Désir. Et ça s'est arrêté tout simplement parce que moi, j'ai eu cette chance de signer avec une maison de disques. On a fait une tournée, ça s'est bien développé. Puis à un moment donné, soit tu rencontres... Bien sûr. Pour toi, un grand succès, tu peux faire ta vie, soit... Donc moi, j'estime avoir vécu une très très belle aventure, un succès d'estime, tu vois. Excellent. Et du coup, donc So We Found, tu en parlais aujourd'hui dans la galaxie Founders Future, Marc Ménassé, qu'on n'arrête plus. Non. J'écoutais ce matin son podcast avec Mathieu Stéphanie sur la martingale et on a quelques deals en commun. Pourquoi ce move 10 ans après avoir créé? Est-ce que tu as un plafond de verre et tu te dis en intégrant un groupe qui a des fonds d'investissement, des médias, je vais pouvoir justement passer de 15 salariés à 25 et retrouver une dynamique à la hauteur de mes ambitions? Comment tu expliques ce move-là de votre part? Alors, nous, en 2013, avec Georges Viglietti, mon associé principal, quand on a monté So We Fund, on avait cette vision, cette mission de vouloir rendre accessible l'investissement dans les startups. C'est ça notre mantra. Georges, c'était l'ancien délégué général de Paris Business Angels. Donc on est un peu des bébés Business Angels et donc moi je gérais Gust et mes clients c'était les fonds d'investissement et les réseaux d'angels. Donc on était à côté de tous ces investisseurs et on les voyait investir 20, 30 000 euros dans des super dossiers et nous, en tout cas moi à l'époque, je pouvais pas mettre 20 ou 30 000 euros et j'ai essayé d'investir dans un ou deux dossiers assez cool en plus qui ont pour certains d'entre eux bien fonctionné, tu vois. Mais on m'a refusé l'investissement parce que je pouvais mettre que 5 000 balles, tu vois. Donc, ce qui est aujourd'hui un peu plus admis, on voit beaucoup de startups levées avec 20, 30, 50, 100 angels qui sont regroupés dans un SPV. Ouais, dans un SPV, ouais. Mais il faut créer ce SPV. À l'époque, c'était pas très bien toléré, mais aujourd'hui, ça se voit beaucoup plus. Ouais. Exactement, ça se voit beaucoup plus. Et donc, quand parce que c'est beaucoup moins coûteux, c'est beaucoup mieux structuré, c'est beaucoup plus accepté dans l'écosystème. Et donc, quand tu vois ça, nous, on s'est dit, donc je me suis dit, il faut absolument rendre accessible l'investissement dans les startups. C'est la période du peer-to-peer, la foule chante juste. Ce serait quand même intéressant si beaucoup de personnes y croient. C'est quand même aussi un élément de réassurance intéressant qu'on peut voir dans une analyse et une due deal, même s'il faut pas rentrer dans l'excès moutonnier. Mais tu vois, c'est intéressant aussi de voir ça. Tu te lances combien d'années après les autres acteurs, WeSeed, etc. en même temps WeSeed, c'est vraiment le pionnier. Ouais, ok. Et par contre, on est 3 acteurs à obtenir l'agrément de CIP, conseiller en investissement participatif, 2 qui étaient des anciens qui avaient jamais, qui étaient déjà là et qui étaient hyper border et qui avaient un peu lancé. C'était Anaxago, WeSeed. Il y avait Smart Angels aussi. Et nous, je vais nous appeler les bons élèves où l'AMF on était le premier dossier d'un acteur qui n'existait pas. Okay. Donc on se lance avec Georges, ça fonctionne bien. Notre modèle et notre vision, c'est de se dire, nous, on va être la première plateforme de co-investissement. On va s'appuyer sur le deal flow des business angels parce qu'on venait des SBA et des fonds. Et donc en 10 ans, pour faire l'histoire en accéléré, c'est quoi l'évolution de votre chiffre d'affaires? Donc 0 à 25 collaborateurs, j'imagine que le chiffre d'affaires suit, et en volume de fonds gérés. Si tu veux, pour essayer de faire l'histoire accélérée, c'est
pendant 2-3 ans, sur 3 ans, on a dû signer une vingtaine de deals. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 120 deals, tu vois. Une vingtaine de deals pour je sais pas, 10 millions d'euros. Donc, il fallait se développer, il fallait créer cette communauté d'investisseurs, il fallait faire en sorte de convaincre des deals de rejoindre la plateforme. Donc, ça a été long. Il fallait avoir un agrément. C'était lourd aussi. Tu vois, c'est pas celui de société de gestion, mais c'est pas loin quand même. C'est beaucoup de boulot. Et donc, j'aurais envie de te dire, on a levé des fonds aussi, nous-mêmes, auprès de notre communauté d'investisseurs et auprès d'anciens angels. Donc, on a vraiment bouclé la boucle. On a fait en sorte tu peux communiquer les montants, ils sont publics, ouais. Ouais, on avait levé à une époque 400 000 euros, puis ensuite on avait levé 1 million, puis ensuite on a relevé un petit million. Donc, ce qui est drôle avec le podcast OVNI, c'est que quand on parle des montants levés, vu que j'invite des gens qui ont 10-15 ans dans l'industrie, ça paraît ridicule. Ah ouais, mais ramené au contexte, c'était énorme, lever 500 000 ou 1 million ou 2 millions. Bah, c'est simple, le seed et pré-seed, ce qu'on appelle un seed aujourd'hui à 2-3 millions, nous, un seed, c'était 300-400 000 euros. Donc, c'est simple, les sujets sont, c'est 10 fois plus, quoi. Et donc, si je continue sur Sovifan, bah, écoute, on a fait que croître, ça a très bien fonctionné, de 2013 à 2000, je sais pas, j'ai envie de dire 18-19. Mais enfin, je dis très bien fonctionner, mais c'était pas le Bitcoin non plus, tu vois. Oui. Et donc malheureusement, j'ai envie de dire aujourd'hui qu'on a surtout mangé notre pain noir. On a dû développer, c'était un momentum qui était difficile. On était content d'être pionnier, mais enfin, on a quand même dû sortir les rames et ça a pas pris comme ça pouvait prendre, notamment parce que il y avait énormément de liquidités sur les marchés, dans le marché du venture qui se développait très bien. Et comme il y avait énormément de liquidités, le financement alternatif, c'était pas la priorité pour les entrepreneurs et il n'y avait pas tous ces sujets. Et puis, ça a quand même fini par se développer et surtout dans le financement participatif, c'est surtout le lending qui s'était développé en premier. Oui. Ensuite, l'immobilier. Très très gros marché, très très fort développement, et nous on n'a pas voulu faire ce move parce que nous on est des amoureux de l'investissement dans l'innovation, on finance que des startups et c'est donc ça a un peu limité finalement aussi le développement parce que vous êtes resté sur ce qui vous plaît, sur notre focus, ouais, et puis sur ce qu'on sait faire, ce qu'on pense savoir vraiment faire, et à un moment donné, bah ça a commencé à évoluer, le marché du venture, le marché de l'investissement, c'est pas mal retourné, a changé de paradigme. On n'était plus on pouvait plus chercher de l'argent aussi facilement qu'avant, dans les mêmes conditions. Et donc, on a commencé à intéresser de plus en plus les sociétés matures qu'on essayait de convaincre et qui n'étaient pas toujours convaincues de venir nous rejoindre. Ouais, ce que je me souviens, c'est que vous êtes vraiment parti de l'amorçage pour petit à petit. Je me souviens que tu m'avais expliqué, on commence à se structurer autour de la série A et tout. Puis là, j'ai vu vos opérations dernièrement, mon petit placement, etc. Mon petit placement, Pixmania. À faire des grosses OP. Dans la partie recrutement, donc, tu m'as pas donné les chiffres clés, ça m'intéresse. Sur 10 ans, en volume, je sais pas si tu devais donner 3 chiffres. Nous, aujourd'hui, Sovifan, ça représente un peu plus de 100 millions d'euros d'investis. Okay. Avec au moins 80 lignes toujours existantes du portefeuille. Et le modèle économique, c'est que vous prenez un cut sur le montant que vous levez. Donc c'est quoi, c'est 5%, on a un modèle, 7%, c'est quoi exactement? On a un modèle un peu de leveur de fonds, sans que ce soit un gros mot, qui est celui de prendre un succès, principalement intéressé au succès sur les montants levés. Donc c'est une commission à la sur les montants levés. À la startup. À la startup. Donc l'entreprise, elle va lever des fonds, 1 million d'euros. Et bien sur ce million d'euros, je vais lui prendre entre 5 et 8% des montants levés. Et donc par rapport à d'autres plateformes qui prennent des frais aux investisseurs, vous prenez des frais aux investisseurs ou pas? Aussi. En fait, tous les acteurs prennent des frais aux startups et aux investisseurs. On a à peu près les mêmes modèles. Avec nos spécificités, mais en termes de modèle économique, on n'est pas loin. Après, c'est plus un positionnement prix. Et donc, retranscrit en chiffre d'affaires, l'évolution pour passer de 0 à 25 collaborateurs, c'est quoi? Ça va être le fait qu'aujourd'hui, on va faire une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, une vingtaine de millions d'euros de montants levés. D'accord. Donc ça va. Sur l'année, et sur lesquels vous prélevez 5-7%? Ou plutôt une moyenne entre 5 et 8%. Entre 5 et 8%.
et après, il y a un modèle d'affaires qui est celui du fonds d'investissement, Ouais. qui est là où nous, pour intéresser notre communauté d'investisseurs et être totalement aligné avec son investissement, on va prendre des frais une commission sur la plus-value. Performance, ouais, ok. Performance, qui est 19,5. Donc, comme un caride. D'accord. Et donc Et ça, vous l'avez fait sur 80 opérations ou juste sur les dernières? Non, sur toutes les Sur opérations. toutes les opérations. Et justement, on a pu éprouver le modèle. C'est ça qui était Bien intéressant et qui a été démontré ces dernières années avec des boîtes comme Équateur qu'on a accompagnées. Et donc, sur 80 boîtes, combien sont sorties aujourd'hui? Alors déjà, t'as ceux qui sortent malheureusement des pieds de Oui, vent. je parle Celles qui sortent en première. Aujourd'hui, on a trois très belles sorties là qu'on a déjà. On commence en fait à sortir chaque année maintenant. Ça y est, on commence à être bien sûr, dans la période de sortie. 10 ans. Là, ça fait. Tu vois, sur les périodes d'investissement, nous c'est entre 5 et 7 ans minimum. Ok. Donc il y a certaines de nos premières boîtes, mais t'as des boîtes comme l'Uni, ça fait bientôt 10 ans qu'on est dedans. Très belle, on est content d'être dedans. Très belle aventure l'Uni. Voilà, l'Uni, pour ceux qui voient pas ce que c'est les la petites petite boîtes fabrique fabriquées à histoire. Si vous avez des enfants, vous avez peu de chances d'y avoir C'est échappé. ça. Et donc tu vois, on mange un peu notre pain noir, mais quand même en 2020, période très difficile, Covid, tu vois, là Ça, levée de un fonds peu à tout l'arrêt. s'arrête, tu te dis waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et au retour à la sortie de 2020, là, on fait notre meilleure année et on continue de croître et de se développer et on atteint nous notre rentabilité. D'accord. Et là, on fait OK. C'est Donc hyper toutes ces intéressant. années, t'as tenu en serrant les boulons, en levant un peu de fonds et en étant hyper lean, quoi. Ouais. Donc tu vois, j'ai quand même tenu presque 7 ans sans être rentable. Et c'est parce que c'est très capital intensive notre métier. Bien sûr. Pourquoi? Parce que à la différence d'un cabinet de leveur de fonds où en plus j'ai fait ce boulot de temps en temps, ce qui est que tu vas être avec ton on va dire ton binôme et tu vas t'occuper d'identifier les fonds et de lever les fonds. C'est un métier de service et en plus qui peut être assez rentable. À la différence, nous on a des personnes qui s'occupent de ta campagne en marketing, en communication, toute une équipe qui va gérer les leads entrants de toute ta communauté, de la communauté de SoWeFund. Donc, on parle de centaines ou de milliers de personnes. Ouais, donc tu mets une vraie équipe et donc tu as des frais, ouais. Donc, tu as des mecs qui doivent téléphoner toute la journée, les relancer, Répondre aux accompagner les questions. entrepreneurs. Et puis, tu as les techs qui développent la plateforme. On reste une plateforme et un outil. Ouais, donc tu as fait un choix courageux, mais assumé. Donc, ça prend un peu plus de temps. Mais par contre, quand ça décolle, tu peux avoir un côté un peu exponentiel. Et donc, raconte-moi ce mouvement capitalistique avec Marc. L'idée, c'est quoi? C'est pour toi de rejoindre un groupe et donc c'est public, c'est une fusion, c'est un rachat en totalité, c'est quoi l'opération que vous faites? Alors c'est public le fait qu'on a intégré le groupe Founders D'accord. Future. Donc nous à la sortie, donc on fait ces 2 années, tu vois, de rentabilité et nos investisseurs historique qu'on a. Je viens de te partager le fait qu'on avait quand même levé plus de 2 millions d'euros préalablement. Ils commencent à dire veulent trouver de la liquidité. Ils veulent retrouver de la liquidité. Ça fait pour les primo-investisseurs, ça fait longtemps. Oui, mais ils représentaient donc une part minoritaire du capital finalement, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, c'est le jeu. Tu vois, je suis une société je suis un peu une société de capital risque. J'accompagne des investisseurs. Tu l'avais garanti dans le pacte. Tu leur avais dit dans 5 ans, 6 ans, on trouve de la liquidité. Ouais, je leur avais dit, bien sûr. Toujours c'est la garantie de la clause de liquidité. Moi, on la met systématiquement parce qu'on peut pas philosophiquement ne pas avoir au moins l'opportunité d'essayer de trouver une solution de sortie. Moi, les entrepreneurs qui me disent non, mais ça va durer beaucoup plus longtemps, etc. Ça me convient pas. Il faut qu'il y ait au moins cette rencontre obligatoire, cet échange. Ça veut pas dire qu'on va sortir. La réalité, c'est que quand la première fois qu'on s'est vu avec nos investisseurs, on a fait c'est pas le bon moment pour sortir. Mais la deuxième fois qu'on s'est vu avec nos investisseurs, je parle l'ensemble de nos investisseurs pour parler d'un éventuel momentum pour sortir. Là, on s'est dit oui, c'est le bon moment. On a atteint la rentabilité. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à l'étape supérieure. Vous avez besoin de liquidité. On va essayer de trouver des solutions. Et donc l'idée, c'est de substituer ces investisseurs-là par le groupe Founders Future, avec peut-être une logique pour eux derrière de passer majoritaire. Il y avait plein d'idées. L'idée, c'était de passer à la vitesse supérieure. Et surtout, le constat qu'on avait fait avec Georges, c'est l'investissement, c'est un métier d'offre.
selon nous en tout cas, on en est convaincus, c'est les startups et la qualité des startups qui nous drive et pas autre chose. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on va investir dans les meilleures startups, c'est les meilleures startups qui vont faire en sorte que l'argent va être drainé vers ces dernières. Donc, comme c'est un métier d'offre, ben nous, on voulait se rapprocher d'un acteur qui nous permette d'avoir accès aux meilleurs deals. Et les fonds d'investissement, c'est une super cible pour nous parce que ils ont un portfolio, ils ont accès à ce deal flow, ils ont ce track record qui fait que ça peut être hyper intéressant. Mais une fois que t'es marié à un, est-ce que les autres ils te disent pas bah non finalement moi j'ai pas envie de bosser avec toi parce que non, je vais te dire pourquoi. Enfin déjà pourquoi on s'est marié à celui-ci, déjà parce que quand t'as un entrepreneur à succès, serial entrepreneur, donc Marc Ménassé, quand on fait sa rencontre, bah on voit quand même que c'est un entrepreneur montant qui a investi qui a un sens des affaires et un sens de l'investissement qui est très très aiguisé et assez bon. C'est un bulldozer. C'est quelqu'un qui a investi quand même dans Yuka, Lydia, 900 Care, un certain nombre de magnifiques dossiers. C'est ça, il a fait. Ouais. Il a fait énormément de deals et en tant que Founders Future et en tant qu'investisseur perso, Business Angels, et des très très beaux deals. Donc du coup, et quand même le dernier point, c'est qu'il fait aussi des très beaux deals consumer. C'est-à-dire que nous, quand on a regardé avec Georges les différents portfolios, on s'est dit waouh, pour une plateforme de crowdfunding, c'est qui les meilleurs en France? Non, mais c'est surtout qu'il faut que les gens, les particuliers, ils comprennent dans quoi ils investissent. Et donc, typiquement, nous, on fait de la deep tech. C'est plus difficile. Fait, voilà, Acceptio, c'était le début du fond et la thèse deep tech n'était pas encore ancrée à 200%. Mais effectivement. Donc, tu vois, sur la série C ou D. Si tu veux. Voilà, avec plaisir. Et donc tu vois, nous on se concentre là-dessus, on voit ces super portfolios, on dit c'est génial, on veut aller sur ce type et travailler avec ce type d'acteurs. Et donc après, pour répondre à ta question sur maintenant qu'on est marié avec Founders Future, bah au contraire en fait, ça a créé un très très bel effet de levier où les fonds ils travaillent tous ensemble. Oui, de toute façon. De toutes les manières, ils co-investissent ensemble. Et là, ce qui se passe, c'est que ça a apporté une crédibilité supplémentaire, un accès à de nouveaux deals. On co-investit avec plein d'autres fonds et les plus beaux fonds de la place. Je pense que ça, cité tout à l'heure. Ça te permet aussi d'attirer des talents. On parlait avant d'enregistrer de Sébastien Coinon, où moi, je trouve que c'était un move parfait pour lui de vous rejoindre et d'être au sein de ce groupe. Et on en avait beaucoup parlé tous les deux. Donc, non, très content. Bah, c'était ta première question. Ta première question de quoi tu es le plus fier, bah, ça a été de bien m'entourer jusqu'à Founders Future. Et là, de quoi dont je suis le plus ravi, c'est de pouvoir m'entourer en plus de nouveaux types de profils, plus seniors, plus C-level, qui apportent une nouvelle impulsion. Et j'aime à dire des gens plus intelligents que moi. C'est toujours sympa, tu vois. C'est sûr. Ouais. Écoute, en tout cas, c'est vrai que nous, dans le podcast OVNI, la devise, c'est on dit on vous fait rencontrer des ovnis pour vous permettre d'en devenir vous aussi. Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, évidemment, ce côté musique, mais ce côté vision long terme. Et t'as un fil directeur, tu le prends, tu le tiens. T'as, comme dans tous les marchés, des espèces de cycles qui te sont plus ou moins favorables, mais vous lâchez pas. Et je crois que voilà, ce que tu as dit, le succès, il se bâtit sur plusieurs années. Et c'est vrai que je vois bien cette accélération à votre niveau aujourd'hui, où comme tu dis, les plateformes, on le vend en poupe et c'est devenu plus mûr. Peut-être moi, la dernière question que je voulais te poser, c'est ce marché du crowdfunding où il y a 4-5 acteurs. Au début, il a beaucoup évolué. Je pense que cet adossement, ce move que tu as fait, il était hyper smart parce que aussi nécessaire. Quand tu vois d'autres acteurs qui déboulent sur le marché comme Blast, etc., et qui prennent très vite des grosses parts de marché. Moi, ce que j'aime, c'est l'ADN que vous avez développé avec le Fun Truck, qui est un tour en région aussi, où vous allez chercher des startups, etc. C'est quelle vision tu as de ce WeFound sur les 5 prochaines années. Et vu qu'on se voit tous les 5-6 ans, non, je rigole, mais en tout cas, se poser comme ça pour discuter, on le fait assez rarement. Allez, à 45 ans, qu'est-ce qui te rendra fier et c'est quoi le milestone que tu as envie d'atteindre avec toute cette belle team que vous avez créée autour de vous?
Déjà, on a une très très grosse ambition. Pour te donner un exemple, t'aimes bien les chiffres. Nous, on levait entre 5 et 7 millions jusqu'au rachat de Founders Future. Notre ambition maintenant, c'est de lever 40 millions d'euros minimum par an. Ok. Donc, allez, 200 millions dans 5 ans. Ouais, au moins 200 millions dans 5 ans. Et il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes parce qu'on travaille de plus en plus avec d'autres acteurs, tu vois. On s'est vraiment positionné. Il y a un nouveau positionnement qui est celui d'origine qu'on avait avec Georges, mais que maintenant on peut enfin mettre en œuvre, qui est celui de proposer les deals de la place et d'être sur les bons deals. Et d'être sur les bons deals en co-investissement avec ces meilleurs acteurs. Et où je me vois, moi j'espère surtout en tant qu'entrepreneur que SoWeFund ça continuera d'exister. Et là, c'est avec ou sans toi? Avec ou sans moi, bien sûr. C'est ça la clé d'un patron qui réussit, de plus être indispensable à l'organisation. Franchement, je pense que oui. Aujourd'hui, tu t'en vas pendant un an, tu fais un tour du monde ou autre, tu penses que ça continue? Aujourd'hui, je pense pas. Ok. J'espère pas. Mais c'est un des objectifs que je dois me fixer en tant que CEO, c'est de faire en sorte que la boîte elle tourne. Sans moi et sans d'autres associés et qu'elle surtout, non seulement qu'elle tourne, mais qu'elle grandisse beaucoup plus vite. Génial. Écoute, moi aussi, je vois l'heure qui défile. Ravi d'avoir fait cette espèce d'exercice inversé, ces regards croisés. Et très content de t'avoir recroisé depuis tout ce temps. Et évidemment, on vous enverra nos belles startups à refinancer dans les prochains mois. Merci tout le monde de continuer à nous écouter sur toutes les plateformes. Toujours ravi d'arriver à me mettre en mode avion quelques heures, même si j'ai toutes les notifications qui me sautaient au visage pendant ce podcast. Vous partagez des parcours de vie assez singuliers comme celui de Benjamin. Merci d'avoir pris le temps. À bientôt tout le monde. Merci.